Cette semaine, DDF vous emmène à Paris. Pour parler de foot, bien sûr, mais pas de ce qui se passe sur les terrains. Cette fois-ci, intéressons-nous à ce qui, d'habitude, reste bien caché. Dopage financier, arrangement entre les plus grands clubs européens et l'UEFA pour contourner les règles, projet de création d'une Super League pour les clubs les plus puissants. Depuis le début du mois de novembre, le monde du football est secoué par les Football Leaks. 70 millions de documents qui ont été remis à des journalistes qui les ont épluchés et qui nous révèlent aujourd'hui la face sombre du foot business. Pour tout comprendre sur ce scandale, nous avons rendez-vous dans les locaux de Mediapart, un média français qui a travaillé sur ces révélations. Suivez-nous pour tout comprendre sur l'envers du décor du football mondial. Dans les bureaux de Mediapart, nous rencontrons Yann Philippin. Il fait partie des 80 personnes qui ont travaillé sur les données pendant 8 mois. 15 médias européens ont été mobilisés pour nous dévoiler les coulisses du football moderne. Qu'est-ce que c'est les Football Leaks? C'est en fait une masse énorme de données qui en fait nous a été fournie par une source, qui a été fournie par cette source à un grand hebdomadaire allemand qui s'appelle Der Spiegel. Et donc grâce à la source et grâce au Spiegel, on a eu accès à cette immense masse de données qu'ensuite on a exploité, qu'on a recherché pour en tirer les histoires et les articles qui ont fait les Football Leaks. Quand on vous lit, on a l'impression que dès qu'une règle est mise en place, elle est contournée très facilement. Sans doute le meilleur exemple, c'est ce qu'on appelle le fair play financier, que nous on a préféré appeler le dopage financier. Qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs? C'est simple, c'est quand vous avez un club avec un propriétaire très riche, ces propriétaires ils injectent de l'argent à fond perdu. Ça c'est interdit, il y a des règles qui disent que vous n'avez pas le droit de faire ça. Et malgré tout, ces règles ont été violées, et non seulement elles ont été violées, mais les instances du foot sont complices. C'est-à-dire qu'ils ont couvert la fraude, et pas n'importe qui, vu que les gens qui ont personnellement couvert la fraude, c'est Michel Platini, qui était à l'époque le président de l'UEFA, et son adjoint de l'époque, qui n'est autre que Gianni Infantino, qui est aujourd'hui le patron de la FIFA, donc qui est l'homme le plus puissant du foot mondial, et qui a couvert les fraudes. C'est-à-dire que la fédération européenne, elle est dure avec les faibles et faible avec les forts. On voit que les clubs les plus riches, comme le PSG ou Manchester City, eux, ils s'en sortent avec presque rien, des amendes, mais ils s'en fichent des amendes, ils peuvent les payer. Et malgré tout, les petits, qui eux ont des fraudes beaucoup plus petites, on les casse, absolument sans état d'âme. Quelle est l'affaire qui vous a le plus marqué personnellement? De 2014 à 2018, donc ça s'est arrêté seulement très récemment, le PSG en fait a fiché de façon ethnique, c'est-à-dire selon la couleur de la peau, les jeunes joueurs qui étaient repérés par les recruteurs du club. C'est-à-dire que vous savez, tous les clubs ont des recruteurs, ils vont voir les jeunes sur les terrains de foot le dimanche. Et ces recruteurs du Paris Saint-Germain, ils avaient des fiches dans lesquelles ils écrivaient Afrique noire, maghrébin, antillais ou français. Et le fait que comme ça, des dizaines, voire des centaines de jeunes gamins, on parle d'enfants qui ont 13, 14, 15, 16 ans, et puis être comme ça fichés, repérés, et même discriminés selon leur couleur de leur peau, dans un club aussi grand et aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain, vraiment ça nous a beaucoup choqués. On va parler de football africain. Vous avez enquêté sur la fondation qatari Aspire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors Aspire, c'est une fondation donc, basée au Qatar, qui est en fait une énorme académie sportive, qui est là pour faire émerger des talents dans le sport. Et qu'a fait Aspire? Le but d'Aspire au départ, c'était de trouver des joueurs étrangers, et notamment africains, pour pouvoir les naturaliser et avoir une équipe nationale performante pour le Qatar en vue de la Coupe du Monde de 2022 qui sera organisée là-bas. Et pour ça, Aspire a monté une filiale au Sénégal, donc en Afrique, dans le but de détecter des jeunes joueurs africains, ensuite de les transférer en Europe pour qu'ils s'aguerrissent, et ensuite de les repérer, de prendre les meilleurs, de les amener au Qatar et de leur donner la nationalité. Et le problème, c'est que le projet a totalement échoué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul joueur qui est sorti de ce système qui finalement a intégré l'équipe nationale du Qatar. Et il y a eu des conséquences néfastes pour les jeunes Africains. Pourquoi? Parce que Aspire, c'est une académie, c'est un centre de formation et c'est pas un club. Et du coup, il y a un trou dans la raquette de la FIFA qui fait que quand c'est pas un transfert entre clubs, il n'a pas besoin d'être déclaré. Et donc du coup, Aspire a pu transférer comme ça des dizaines de joueurs africains en Europe, en dehors de tout contrôle, sans que la FIFA puisse avoir son mot à dire. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux échouent, et ils se retrouvent complètement démunis en Europe, sans rien, et complètement livrés à eux-mêmes. Et le problème, c'est qu'Aspire ne fait pas le service après-vente.
Il y a aussi un projet qui est mené en Afrique par Manchester City cette fois-ci. Donc c'est une académie qui s'appelle Right to Dream, hein, ça veut dire le droit de rêver. Alors vous allez voir, on n'est pas du tout dans le rêve. Hein. Ce qui se passe en réalité est complètement à l'opposé du slogan de la société. Donc celle-là, c'est une académie officiellement indépendante et qui, elle, a été implantée au Ghana. Et en fait, ce qu'on a découvert dans les Football Leagues, c'est que cette académie était contrôlée en sous-main par Manchester City et que le but, c'est écrit noir sur blanc dans un document, c'est d'avoir le monopole des jeunes footballeurs sur toute l'Afrique de l'Ouest. Ils avaient un réseau de recruteurs qui était actif dans plus de 10 pays, donc tout autour, qui couvre donc toute la partie ouest de l'Afrique, qui détectait les meilleurs talents, qui les faisait venir au Ghana. Et par contre, ce qui était totalement secret, c'est qu'ils avaient un accord d'exclusivité avec Manchester City ensuite pour ramener tous ces gamins africains en Europe. Ce qu'on a appris aussi, c'est que Manchester City rémunérait le patron de cette académie pour ce service via une société offshore aux îles Vierges britanniques, qui est l'un des pires paradis fiscaux de la planète, donc on ne sait pas où atterrit l'argent. Et là encore, on a le même problème de rêve brisé. C'est-à-dire que ces joueurs, ils ont été ballottés, ils ont été prêtés de club en club. Certains aussi ont été abandonnés, ont été livrés à eux-mêmes. Et donc on voit un projet totalement cynique, qui est d'assécher en fait toutes les ressources en footballeurs à l'échelle de, j'allais dire, d'un quart ou d'un tiers d'un continent, pour le seul profit d'un club de foot, le tout via des accords secrets et des paiements dans les paradis fiscaux. Il y a un document confidentiel de Manchester City où ce projet avec les joueurs africains, ils disent c'est une gestion d'actifs. C'est-à-dire qu'ils comparent des enfants en fait à des produits financiers. Pour eux, c'est comme s'ils achetaient une action à la bourse. Pour eux, c'est un actif, c'est quelque chose qui vaut de l'argent, c'est un investissement. Donc en effet, ils en oublient totalement l'humain. Là, tout ce qui compte, c'est le profit. Pourquoi le foot est aussi perverti ? C'est extrêmement simple. C'est d'une part parce qu'il y a énormément d'argent. Au départ, c'est l'argent qui pervertit, qui corrompt. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un business qui est par nature multinational. Et donc, si vous voulez, sur une opération, sur un transfert de joueurs, par exemple, vous pouvez avoir 5 ou 6 nationalités différentes. Vous pouvez avoir un club français qui achète un joueur africain, qui le revend à un club anglais, avec un agent italien, voilà. Et tout ça peut être très facilement, en fait, détourné, parce que vu qu'il y a plusieurs pays impliqués, un pays, s'il ouvre une enquête, va avoir du mal à aller au bout des choses, ou alors il faut demander de la coopération judiciaire avec d'autres pays, c'est très long, c'est très fastidieux, et de fait, c'est un univers qui est très compliqué à réguler et à surveiller. Est-ce qu'on peut encore croire au football ? Est-ce qu'on peut encore aimer le football ? Oui, vu nos révélations, c'est de plus en plus difficile d'apprécier ce qui se passe sur le terrain quand on en connaît les coulisses. Mais le football, ça reste un truc assez magique, qui provoque des émotions assez uniques. Pour vous donner un exemple, pendant la Coupe du Monde de cet été en Russie, j'étais en pleine enquête et ça ne m'a pas empêché de vibrer devant l'équipe de France et de faire la fête quand la France a gagné.